Salut! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super important, en tout cas pour moi, ça me touche vraiment à cœur. J'ai mis en stand-by toutes mes vidéos pour cet épisode. On va parler d'une marque de mon enfance avec laquelle j'ai roulé la plupart de mon temps quand j'étais petit et encore même jusqu'à mon adolescence. Je parle bien de KTM. Et oui, KTM, ils sont en train de vivre un moment noir. Donc on va retracer leur histoire et après on se plongera dans l'actualité de la marque. C'est vrai que pour moi, c'est un sujet un petit peu sensible. Je suis un peu attristé par la situation que KTM sont actuellement en train de vivre. Pourquoi ? Parce que, en fait, moi, j'ai vraiment commencé la motocross sur une KTM. Alors, c'est faux. J'ai commencé le motocross sur une Malaguti, mais très rapidement, je suis arrivé sur une KTM 65. Et je me rappelle encore, quand j'arrivais sur les terrains de cross, à l'époque, KTM, ils avaient pas du tout la cote. On les appelait KT merde, genre tu rentres à pied, un petit peu genre comme les marques françaises de voitures, mais pour le motocross. Et c'est vrai que quand tu arrivais sur un terrain de cross, à l'époque, il y avait quasiment pas de catoche. On était quasiment les seuls. Et c'est vrai qu'on subissait pas mal de moqueries et tout ça. Puis au fil du temps, KTM, ils se sont vraiment développés. Et moi, j'ai accompagné KTM dans ce monde de la moto. Donc, je suis passé d'une 65 à une 85, à une 125. Après, j'ai pas eu de 2,5. Je suis directement passé sur la 450. Et après, je suis revenu de la 450 à la 350 quand ils l'ont sorti. Je pense que la 350, ça reste la meilleure moto de cross que j'ai jamais eue. Et puis après, je me suis mis un petit peu à l'enduro, donc j'ai acheté une 530, d'ailleurs que j'ai toujours dans mon garage maintenant. Ouais, elle a déjà 10 ans. Et puis après, quand je suis revenu au cross, j'ai racheté des 350. Et maintenant, je roule en 450 SMR parce que j'ai officiellement arrêté le motocross et je fais plutôt du super motard. Donc voilà, KTM, ça fait genre, je dirais 25 ans que ça me suit. Ça fait 25 ans que je les suis. Et là, vu l'actualité, je suis un peu attristé. KTM, c'est une histoire qui commence en 1934 à Mattighofen, en Autriche, avec Hans Trunkelpolz. Au début de son activité, il se contentait de réparer et vendre des motos DKW et des voitures Opel. Mais arrivé à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait plus assez de travail. Et donc du coup, notre très cher Hans, il s'est dit « Mais pourquoi est-ce que je fabriquerais pas mes motos ?» C'est comme ça qu'en 1951, on voit l'apparition du premier prototype de la première moto KTM, la R100. Et 2 ans plus tard, c'est le début de la production en chaîne de cette moto. Ils étaient une équipe de 20 personnes et chaque jour, ils sortaient 3 motos de l'atelier. Ce qui était déjà pas mal pour cette époque. Et toi-même, tu sais, quand tu commences à faire du bruit et de la production, t'es vite repéré par les hommes d'affaires. C'était le cas de KTM, où là, on a l'apparition de Ernst Kronreif qui devient actionnaire principal et donc du coup, qui donne le nom de KTM, donc Kronreif et Trunkelpolz Mattighofen. C'est très dur à dire. Et puis les 2 années suivantes, on voit l'apparition d'une R125 touriste, d'une R125 grand touriste et du premier scooter de chez KTM, le Mirabel. Comme je l'ai dit avant, en 1954, KTM ils ont sorti une R125 qu'ils ont aussi inscrite en championnat. Cette année-là, donc la première année où ils vont en championnat, KTM, il rafle le titre de champion autrichien en 125. Et ça, c'était que le début, parce que 2 ans plus tard, Ergendauer, que j'arrive très mal à prononcer, pendant des championnats internationaux, les Six Days, il offre la première médaille d'or internationale à KTM. Et il faudra attendre encore 4 ans supplémentaires pour avoir le premier titre mondial de KTM en 125 avec Paul Friedrich. Et comme chez KTM, c'est une habitude, on a toujours 2 événements marquants dans la même année. Donc en 1960, ils deviennent champions du monde en 125. Et on voit malheureusement la disparition de Ernst Kronreif, suivi 2 ans plus tard par Hans Trunkelpolz. Donc franchement, ils ont eu 2 ans de misère chez KTM, encore les pauvres. Mais heureusement, le fils de Trunkelpolz, Heinrich, reprend le lead. Donc là, KTM continue sa croissance sous les rênes de Heinrich, le fils de Hans Trunkelpolz, jusqu'à arriver en 1970 où là, la société a vraiment grandi. Elle a près de 400 employés et 42 modèles. Et c'est même là que KTM se lance dans le développement de leur propre moteur et aussi dans des radiateurs. Grâce à ces 2 nouveautés pour KTM, ils deviennent des leaders dans le monde de l'automobile, surtout pour les radiateurs. Donc ça se trouve, si tu as une voiture des années 80, tu as certainement un radiateur KTM. Entre 1978 et 1980, KTM décide de s'exporter à l'international en ouvrant une filiale KTM USA en Ohio. À cette époque-là, KTM, dans le monde entier, c'est à peu près 700 employés pour 54 millions de chiffre d'affaires.
Mais en 1988, la gros coup dur, c'est la chute des ventes des cyclomoteurs et des scooters. Donc KTM, ils sont obligés d'arrêter la production et une année plus tard, malheureusement, on a aussi Heinrich Trunkelpolz qui décède. Donc là, on commence de nouveau à être dans un moment noir pour KTM. Une année après le décès d'Heinrich, KTM est racheté à 51% par GIT Trust Holding et pendant 3 ans, cette société va essayer de sauver KTM, mais en vain, en 1991, KTM fait faillite. Et en 1994, c'est le retour de KTM avec un banger international, la KTM Duke. Donc là, KTM, en sortant un modèle, ils ont ressuscité de leur cendre. Et puis du coup, une année après, ils se sont dit, bon, ça marche bien là. Donc on va racheter Usaberg et White Power Suspension, qui est devenu maintenant VP pour des questions d'éthique. Mais du coup, ils se sont vraiment chauffés et ils ont recommencé à acheter plein d'entreprises. Et en plus de tout ça, ils commencent vraiment à enchaîner les succès en enduro et en Dakar. Et du coup, toi-même tu sais, quand une marque commence à gagner, les ventes automatiquement, elles augmentent. Et c'est vraiment dans les années 2000-2001 que KTM est vraiment monté en puissance parce que déjà en 2000, ils ont gagné 6 titres d'enduro. Et en 2001, ils ont gagné le Dakar avec 5 motos en tête. Donc vraiment, ils étaient imbattables. On dirait un petit peu Ducati maintenant en MotoGP. Mais vraiment, dans ces années-là, c'est vraiment là qu'ils ont réussi à créer la synergie, créer le monstre bateau qu'ils sont devenus maintenant. Et tout ça, c'est parti de là. En 2003, on voit l'apparition d'un banger sur les routes. Si tu l'as déjà roulé, tu sais de quoi je parle. La 990 Super Duke, une tuerie. En 2006, la RC8, pareil, une tuerie. Franchement, esthétiquement, c'était une moto qui sortait de l'ordinaire. L'arrière était incroyable sur cette RC8 et puis c'était vraiment une moto à sensation. Et cette même année, KTM, ils pètent un plomb, ils sortent une bagnole. La Crossbow, la X-Bow, je sais pas comment on dit. C'est avec un moteur 2 litres Audi. Et franchement, encore une fois, au niveau design, KTM, ils étaient dans le turfu. En 2007, on a l'arrivée d'un groupe indien, Bajaj, qui rachète des parts de KTM pour pouvoir développer des petites cylindrées, les 125 et les 200. Et ça, encore une fois, KTM, ils étaient précurseurs. Pourquoi ? Parce qu'on voit maintenant en 2023, enfin 2022, 2023, 2024, par là, toutes les marques commencent à faire des petites cylindrées pour les marchés émergents. Mais KTM, ça fait depuis 2007 qu'ils font ça. Donc les mecs, ils avaient 15 ans d'avance. 4 ans plus tard, KTM renouvelle sa Duke avec un nouveau moteur, le 690, qui était un moteur vraiment chouette pour l'époque. Franchement, je me suis fait hyper plaisir avec cette moto. J'étais assez jeune, je venais d'avoir mon permis, mais j'ai pas mal roulé avec 690 et elle était vraiment chouette. Dans ces années-là aussi, on voit l'arrivée de la 1290 Super Duke, un monstre, franchement un banger. Encore aujourd'hui, c'est une moto de malade. Et en 2018, on voit l'arrivée de cette 790 qui lance les nouveautés KTM avec ses nouveaux phares, ses nouveaux styles un petit peu spéciaux qui ont peut-être mené KTM dans la situation qu'ils sont maintenant parce que ça plaisait vraiment pas à tout le monde. Et tu connais 790, 890, 1290, 1390, enfin voilà, toutes les nouveautés qu'il y a eu depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui. Et comme je te l'ai dit avant, quand une marque comme KTM commence à bien marcher, ils aiment bien acheter des autres sociétés. Donc ces dernières années, par exemple, ils ont acheté GasGas, ou bien en début d'année 2024, KTM, ils ont annoncé qu'ils allaient acheter MV Agusta. Sauf que là, on est en fin d'année 2024, et il semblerait que ça soit pas le même scénario. Donc vendredi dernier, KTM, ils ont déposé une demande d'insolvabilité auprès du tribunal de Riedenkreis en Autriche. Et en fait, ça ne concernerait pas que KTM AG, mais aussi plusieurs filiales de KTM, ce qui représenterait à peu près 3600 employés. T'imagines ? À Mattighofen, 3600 employés, ça doit être monstrueux. Je pense que c'est la plus grosse société de la région. Et donc du coup, là, gros coup dur pour la région et gros coup dur pour KTM. Pour donner une idée de l'ampleur du truc, juste KTM AG, donc sans les filiales, ils traînent 1,8 milliard de dettes. Et du coup, si on additionne tout, on arrive à peu près à 2,9 milliards de dettes. Donc, ils n'avaient pas vraiment annoncé la vérité quand ils ont annoncé le truc. Ils ont essayé, je pense, un peu de cacher la merde au chat aux médias. Mais tout ça, ils y doivent à peu près à 2500 créanciers. Donc, ça fait vraiment du monde. Et dans les détails qu'on connaît de ces 2,9 milliards, on a 1,3 milliard qui doivent à des banques autrichiennes, 365 millions à des fournisseurs. Et en plus de ça, 80 millions de reconnaissance de dettes et 40 millions de salaires impayés. Ça, je pense que c'est vraiment le pire. En vrai, c'est le plus petit chiffre, mais les salaires impayés, c'est vraiment moche. Au niveau des employés, ça pique vraiment parce que KTM a annoncé que les mois de novembre, décembre et les primes de Noël ne seraient pas versées.
Alors heureusement pour les employés, il semblerait que le mois de décembre soit pris en charge par un fonds spécial, mais on sait très bien que ce genre de fonds spécial, ça prend des mois avant d'être payé, et donc du coup, c'est tous ces mois-là où les employés n'ont pas de salaire. En plus de ne pas avoir de salaire, KTM a annoncé qu'ils allaient supprimer d'ici la fin de l'année, donc il leur reste à peu près 30 jours, 500 postes, donc c'est-à-dire 500 collaborateurs, hop, à la porte sur les 3600 qui sont concernés, et le reste des collaborateurs, ils ont déjà reçu l'information qu'en janvier et en février, la production de KTM à Mattighofen serait totalement arrêtée, et qu'à partir du mois de mars, la production reprendrait, mais à maximum 30 heures par semaine. Donc autant dire que tout a été chamboulé. Et donc du coup, la question que tout le monde se pose, c'est comment est-ce que KTM ont fait pour arriver à ce niveau-là, alors qu'il y a encore quelques mois ou quelques années, ils faisaient d'énormes bénéfices et que toutes les projections pour le futur étaient vraiment solides. Même le ministre de l'économie et du travail s'en est mêlé en demandant aux dirigeants de KTM comment est-ce qu'ils en sont arrivés là. Donc c'est vraiment qu'il y a une incompréhension totale en Autriche. Personnellement, si même le ministre du travail et de la finance autrichien n'a pas la réponse, je pense pas que moi je l'aurais. Mais j'ai fait quelques petites recherches et c'est vrai qu'il y a un truc qui me semble vraiment bizarre, c'est que le propriétaire de KTM, il y a quelques mois, il a fait l'acquisition d'une nouvelle entreprise, Rosenbauer. Et comme par hasard, quelques mois après, KTM il pose le bilan. Alors bon, je suis pas complotiste, mais ça ressemble quand même à un déplacement de fonds dans une autre boîte. Est-ce que je quitterai pas le navire quand mon entreprise est là, plutôt que de quitter le navire quand mon entreprise est tout en bas? Je sais pas, c'est une hypothèse. Dis-moi dans les commentaires si tu as une autre hypothèse que moi, mais moi je trouve que ça aurait du sens, voilà. Mais j'ai pas la science infuse et j'ai pas la réponse à cette question. Le MotoGP, c'est clairement un gouffre africain. On parle de 70 millions par année et dans des circonstances actuelles, ça pique vraiment. Et donc pour économiser, KTM a déjà annoncé qu'ils arrêtaient leur soutien financier en Moto 2, Moto 3 et Red Bull Rookies Cup, c'est-à-dire que maintenant les écuries qui roulent pour KTM seront plus sponsorisées, elles devront payer leur place et ça c'est vraiment un gros coup dur pour ces petites catégories. Et en ce qui concerne la catégorie reine, donc le MotoGP, KTM ont annoncé que la moto pour 2025 était déjà prête, qu'ils avaient déjà pas mal de solutions pour 2025 et heureusement pour eux le gel du développement des moteurs jusqu'en 2026, c'est un espèce de barreau d'honneur, donc ça leur donne un petit peu d'air, mais clairement c'est pas ça qui va les sauver. Et là où ça se complique, c'est pour 2027, oui, parce que 2027 on aura le nouveau règlement. Et qui dit nouveau règlement dit nouvelle moto avec un nouveau moteur 850 cm3 et des nouvelles aéros. Et donc du coup, toutes ces nouveautés, ça se traduit par des immenses dépenses parce qu'on doit tout recommencer. Et là, clairement, Pete Beirer, le directeur de KTM Factory Racing, il a annoncé que tous les projets étaient gelés. Et ça, tant qu'ils n'avaient pas de nouvelles de comment ça se passerait pour le futur. Pour 2025, la place des pilotes, elle est assurée. Alors j'espère pour eux aussi que leur salaire est assuré. Les pauvres. En tout cas, on retrouvera Brad Binder et Pedro Acosta dans l'équipe d'usine. Et du coup, chez Tech 3, on aura Enea Bastianini et Maverick Vinales qui, eux aussi, ont leur place assurée. Mais après 2025, on ne sait pas. On espère vraiment que KTM va réussir à redresser la barre. Le MotoGP aussi espère, parce que c'est clair, perdre 4 motos sur la grille, il faut les remplacer. Et ça, c'est pas de tout ressort parce que il n'y a pas beaucoup de marques qui peuvent développer une MotoGP comme ça tout de suite. C'est clair que BMW a annoncé qu'il s'intéressait pour 2027. Mais si KTM annonce que 2026, plus de budget, on quitte le MotoGP, c'est vraiment la grosse merde pour le MotoGP. Ça veut dire qu'il y aurait 4 motos en moins sur la grille et 4 pilotes disponibles pour rouler sur des motos. Et on a quand même dedans un Pedro Acosta et un Brad Binder qui sont des bangers au niveau pilote en ce moment. Donc c'est clair que là, on arrive vraiment sur un moment critique pour KTM et j'espère vraiment que 2027 sera signe de nouveautés et de la renaissance du phénix pour KTM parce que sinon, on risque de les perdre, quoi. J'espère vraiment que KTM va réussir, comme en 1991, à redresser la barre, parce qu'ils ont vraiment réussi à partir de plus rien pour monter tout en haut. Et là, en quelques mois, ils ont réussi à passer de tout en haut à tout en bas. Donc vraiment, j'espère que les montagnes russes vont se stopper, qu'ils vont réussir à remonter la barre et qu'on pourra encore profiter de ces motos incroyables que KTM nous propose. Voilà, on arrive déjà au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si tu as des compléments à ajouter par rapport à cette histoire, tu peux volontiers les mettre en commentaire. Je pense que toute cette situation, elle va évoluer au fil du temps. Donc la vidéo, elle va rapidement devenir obsolète. Donc tu peux volontiers rajouter des informations dans les commentaires. Et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!